Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'affaire du col de Dyatlov. C'est un mystère toujours non résolu, enfin selon certains, puisque une explication officielle existe, mais pas tout le monde est d'accord avec celle-ci. C'est une affaire tragique, vraiment inexplicable et sincèrement dérangeante, alors préparez-vous à voir la chair de poule. Voici l'histoire du col de Dyatlov. Notre histoire commence en janvier 1959 en Russie, lorsque un groupe de 8 hommes et de femmes s'apprête à partir pour une expédition de ski dans les montagnes de l'Oural. Ils sont donc 10 au total et le but de l'expédition est d'atteindre la montagne Haute-Ortène qui se trouve à plusieurs dizaines de kilomètres. À cette époque de l'année, la route que ces jeunes s'apprêtent à emprunter est de catégorie 3, c'est-à-dire la plus difficile. Du coup, on comprend très bien que ces jeunes s'apprêtent à vivre un voyage très dangereux. Mais il faut dire que les jeunes étaient très expérimentés en termes de randonnée de ski. Ils étaient très à l'aise dans le domaine, savaient très bien comment se comporter et étaient très confiants que tout se serait bien passé. Mais vous l'avez sûrement déjà compris, ils avaient tort, rien ne va bien se passer. Leur voyage commence le 25 janvier 1959. Ils partent alors et voyagent en train, en camion, puis en charrette jusqu'au point où aucun véhicule ne peut continuer et ils commencent alors leur ascension à pied. Mais seulement un jour plus tard, l'un des hommes de l'expédition tombe malade, ne se sent pas très bien et du coup il est obligé à renoncer, il ne peut pas continuer l'expédition et je peux vous assurer qu'il ne regrettera pas sa décision. Même si sur ces photos, on peut voir un groupe de jeunes heureux, enthousiastes, s'apprêtant à vivre une expérience absolument formidable. Le groupe va alors continuer son expédition et ça ne sert à rien de vous dire qu'on est en 1959, donc aucun téléphone portable, aucun moyen de communication. Du coup, le groupe avait tout simplement dit à leur entourage qu'ils seraient de retour dans les alentours du 12 février. Mais le 12 février arrive et aucun membre du groupe est de retour. Alors initialement, la famille ne s'inquiète pas tout de suite et pense tout simplement que quelque chose a dû se produire. Ils ont pris un peu de retard, mais rien de grave. Mais les jours passent et toujours aucun signe du groupe. Et c'est maintenant le 20 février et il n'y a toujours aucune nouvelle des jeunes. Et donc là, les familles commencent à s'inquiéter sérieusement, commencent à envisager les pires scénarios possibles et se disent que quelque chose a pu réellement aller de travers durant leur voyage. La famille demande alors à ce que des secours soient mobilisés et ils vont pas mettre longtemps à retrouver des restes de campement seulement 6 jours plus tard. Et je peux vous dire que la découverte du campement n'a laissé aucun doute quant au sort que les jeunes avaient dû subir. Le campement était totalement abandonné, ils avaient laissé toutes leurs affaires, tout était à sa place dans une tente partiellement recouverte de neige et ce qui est encore plus bizarre, c'est que la tente avait été découpée de l'intérieur. Ce qui nous montre clairement une situation d'urgence puisque celui qui aurait découpé la tente de l'intérieur était clairement en train d'essayer de sortir frénétiquement le plus rapidement possible. Encore plus bizarre, comme je vous disais, les chaussures, les affaires des aventuriers étaient sur place et il semblerait que les aventuriers soient partis pieds nus sur la neige puisque les chaussures étaient toujours là, mais il y avait même des traces de pas où on voyait bien qu'ils étaient sortis parfois en chaussettes, parfois carrément pieds nus. Mais encore plus inexplicable, où est passé le groupe en fait, puisque les secours venaient de trouver le campement, mais il n'y avait aucun signe des jeunes. Et encore plus étrange, la tente ne se trouvait même pas à un emplacement logique, elle n'était même pas à un endroit qui suivait l'itinéraire que les jeunes auraient dû emprunter. Et ce manque de cohérence était troublant, mais un élément a vite permis d'y voir un peu plus clair. En effet, certains membres du groupe avaient en leur possession un appareil photo et un journal de bord. Ces photos qui ont été développées nous montrent le groupe heureux et s'amusant pendant leur traversée. Mais ces photos et ces récits ont également été extrêmement précieuses pour l'enquête puisqu'elles ont permis aux enquêteurs de comprendre l'itinéraire suivi par le groupe. Le 1er février, les randonneurs commencent l'ascension du col, mais en raison des conditions météorologiques qui deviennent de plus en plus rudes, ils s'égarent et dévient vers l'ouest. C'est en se rendant compte de leur erreur qu'ils décident de s'arrêter et de camper sur le flanc de la montagne. Il leur reste alors 10 km à parcourir pour terminer leur traversée, mais ils n'en repartiront jamais. Cela explique pourquoi le campement se trouvait à cet endroit, mais les experts ont trouvé ça un petit peu bizarre, puisqu'ils avaient campé dans un endroit qui était un petit peu une vallée enneigée, alors qu'à quelques mètres, il y avait comme un petit sous-bois, une petite forêt, où ils auraient pu être bien plus abrités. Donc déjà, les experts n'ont pas trop compris pourquoi un groupe aussi expérimenté aurait décidé de camper comme ça dans une vallée enneigée.
Comme je vous disais, les secours vont être en mesure de voir ces traces de pas sur la neige et ils vont pouvoir les suivre, ces traces, pour espérer que cela puisse amener aux jeunes, aux membres du groupe. Mais après 500 mètres environ, les traces commencent à s'égarer un petit peu, deviennent de plus en plus floues. Mais les secours ont continué à marcher dans cette direction. Et finalement, 2 corps vont être retrouvés, mais dans des conditions absolument effroyables. Les 2 corps à être retrouvés sont ceux de 2 jeunes hommes faisant partie du groupe qui portaient le même prénom, Yuri, et ils sont trouvés justement à l'entrée de ce bois dont je vous parlais, ce petit sous-bois qui était en proximité du campement. Et un détail extrêmement bizarre, c'est qu'ils sont retrouvés totalement nus, portant seulement leurs sous-vêtements. Alors que c'est important de préciser qu'à cette époque-là, les températures étaient de environ moins 30 degrés. Il semblerait également que les 2 Yuri aient essayé de grimper sur un arbre puisque leurs mains étaient très endommagées. Et quand je dis très endommagées, croyez-moi, très endommagées. C'est les détails graphiques, c'est quelque chose de vraiment horrible. Et en plus, des restes de chair humaine ont été retrouvés sur l'écorce de l'arbre. Certains pensent qu'ils auraient voulu grimper sur l'arbre peut-être pour essayer de relocaliser le campement, pour avoir une meilleure perspective, ou peut-être essayer d'échapper à quelque chose. Quelque temps plus tard, les corps de Dyatlov, le chef de l'expédition, Rusmen et Zinaida vont être retrouvés à environ 70 mètres des Yuri. Ils portaient plus de vêtements comparés aux Yuri, qui eux étaient carrément en sous-vêtements, mais quand même pas assez pour les conditions météorologiques de l'époque. Et on dirait qu'ils sont morts alors qu'ils essayaient de regagner le campement, puisqu'ils ont été retrouvés un petit peu comme ça, affalés sur la neige, sur le ventre. On aurait dit qu'ils étaient en train de ramper pour essayer de regagner le camp. Les recherches des 4 aventuriers restants vont prendre 2 mois supplémentaires et vont enfin être retrouvés le 4 mai. Et ce groupe-là est clairement le groupe qui a subi les blessures les plus atroces. Ces 4 jeunes vont être retrouvés sous 4 mètres de neige et trop bizarre, ils portent les vêtements des Yuri qui avaient été retrouvés 2 mois plus tôt. Détail qui est extrêmement étrange puisqu'en fait, on pourrait se dire que oui, ils ont vu que leurs compagnons avaient perdu la vie et ont décidé de prendre leurs vêtements pour se couvrir davantage, mais cela n'a pas de sens puisqu'ils ne portaient pas les vêtements des Yuri par-dessus les leurs, ils les portaient à la place de leurs vêtements. Donc pourquoi est-ce que eux étaient nus de base en fait ? Et comme je vous disais, ce groupe était celui qui avait subi les blessures les plus atroces. Lorsque les secours arrivent, ils sont confrontés vraiment à une scène bouleversante. Certains ont comparé ces blessures à celles d'un crash en voiture. Pour vous laisser imaginer, on parle de côte cassée, crâne fracturé et j'en passe. L'une des victimes a même été retrouvée sans ses yeux ni sa langue. Et les experts vont dire que ce genre de blessure aurait pu être infligée par une chute et vont dire que certaines des victimes étaient en vie lorsque ces blessures leur ont été infligées et que c'est ces blessures qui leur ont été fatales, tandis que la plupart du groupe est quand même mort d'hypothermie. Alexander et Semyon ont été retrouvés enlacés, sans doute pour essayer de préserver la chaleur, et Semyon tenait dans sa main un stylo et un bout de papier et n'a pas réussi à écrire son message. Du coup, l'espoir de savoir ce qui leur était arrivé s'est envolé avec son dernier souffle. Du coup, pour résumer, de ce que j'ai pu comprendre avec mes recherches, même si la plupart des documents étaient en russe, donc assez difficile à interpréter, le groupe était ainsi divisé en 3 petits groupes, donc les 2 Yuri qui ont été retrouvés en premier, puis Igor, Rusmen et Zinaida, et puis les 4 derniers qui étaient ceux qui étaient clairement le plus éloignés des autres. Quelque chose d'absolument terrible venait de se produire, quelque chose de atroce venait de croiser le chemin de ce groupe de jeunes. Mais quoi? Tout le monde était extrêmement curieux, voulait savoir qu'est-ce qui leur était arrivé. Mais ils savaient bien que l'enquête aurait été longue et qu'il fallait donc être patient. Et bah pas du tout en fait. L'enquête a été extrêmement rapide, puisque quelques temps plus tard, les autorités vont clôturer l'affaire en disant que la raison du décès était une force impérieuse et inconnue contre laquelle les jeunes n'ont pas pu lutter. Ah! C'est un petit peu vague tout ça, vous ne trouvez pas? Et qu'est-ce qu'il se passe lorsqu'une affaire est clôturée sans qu'aucune explication valable soit apportée? Eh bien oui, les gens vont créer des théories. Qu'est-ce qui aurait bien pu pousser un groupe de 9 personnes à quitter leur campement en plein milieu de la nuit dans un état de panique tel qu'ils n'auraient même pas pris le temps de mettre leurs chaussures et de s'habiller?
Eh bien, un détail qui va rendre l'histoire encore plus folle, si c'est possible, c'est que 3 vêtements qui ont été retrouvés sur le corps des jeunes étaient radioactifs. Et cela a tout de suite mis en alerte un grand nombre de personnes, puisque ça, plus le fait que les autorités se soient empressées de clôturer l'affaire et de ne plus en parler, eh bien, ça a laissé aux gens une raison de croire que les jeunes auraient pu accidentellement se trouver dans une zone de test militaire. Un élément assez intéressant qui s'ajoute à cette théorie, ce sont les UFO. Oui, vous m'avez bien entendu, un objet volant non identifié, puisque durant cette période, des habitants du territoire vont dire avoir aperçu des lumières un peu étranges dans le ciel. Et souvenez-vous, je vous ai dit que Yuri avait amené avec lui un appareil photo. Et Yuri a pris 34 photos avec cet appareil. Toutes les photos prises par Yuri nous montrent des beaux moments entre amis durant cette aventure, toutes sauf une, la 34e photo. Cette 34e photo a énormément fait parler puisqu'en fait on ne voit pas grand chose sinon cette source de lumière et on pourrait vraiment penser que Yuri ait eu l'intention de capturer cette chose, de prendre une photo de ce qu'il était en train de voir à ce moment-là. Mais quoi? C'est quoi cette source de lumière? Est-ce que c'était la lumière dans le ciel dont les gens avaient parlé quelque temps auparavant? Peut-être pas un UFO, mais un avion militaire, des débris d'avion, des missiles, quelque chose. Même si, selon moi, un détail qui ne colle pas forcément est le fait qu'un tel événement aurait obligatoirement laissé des traces et pourtant aucun débris, aucune trace de quoi que ce soit a été retrouvé sur le campement. Mais il faut préciser que la théorie de la zone de test militaire est une théorie très complexe, donc si vous voulez approfondir, je vous mets des liens en description. Il faut aussi qu'on parle de l'état des corps, puisque c'est une des choses qui, selon moi, peut être expliquée peut-être le plus facilement. Tout d'abord, il faut préciser que beaucoup de personnes ont accordé une énorme importance à ce détail, l'état des corps, pour essayer de mener l'enquête et comprendre ce qui leur était arrivé. Mais je ne sais pas vous, personnellement, je pense que la vie sauvage pourrait très bien être à l'origine de ces blessures. Les 4 dernières victimes à être retrouvées ont été retrouvées quasiment 3 mois après l'incident. Du coup, j'imagine que les animaux sauvages auraient eu largement le temps de passer par là, se nourrir des corps et infliger toutes sortes de blessures. Mais j'étais quand même étonnée de voir que cette piste n'a quasiment pas été explorée par les experts, puisqu'en fait, il semblerait que ce périmètre était quasiment dépourvu de faune sauvage. Il semblerait même que les tribus locales avaient totalement laissé tomber cette zone en termes de chasse, tellement il n'y avait aucun animal à chasser. Puis une autre chose à souligner, c'est le fait que les traces de pas humains étaient facilement identifiables sur la neige, tandis qu'il n'y avait aucune trace d'animal. Je sais pas trop quoi penser, alors n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Une autre théorie est celle des Mansi. Alors, qui sont les Mansi? Eh bien, tout simplement, c'est une tribu locale qui a tout de suite été visée par les autorités à l'époque, sous prétexte que les Mansi auraient pu voir cette terre comme une terre sacrée pour eux et qu'ils n'auraient pas été contents de voir ce groupe de jeunes sur leur terre et qu'ils auraient alors agressé le groupe pour essayer de les faire fuir. À appuyer cette théorie, il y a aussi le fait que Zinaïda avait écrit sur son journal être passé plusieurs fois sur des traces de Mansi, indiquant qu'ils étaient bien en proximité. Mais il faut dire que cette théorie ne tient pas la route en fait, puisque les Mansi sont connus comme étant un peuple pacifiste, qui en plus ne voyait rien de sacré en ces terres. Ils les avaient même laissés tomber en termes de chasse, tellement il n'y avait rien là-bas. En plus de ça, le campement et les membres du groupe ne présentaient pas de réels signes de lutte. Il n'y avait aucun signe qu'une bagarre s'était produite là-bas. Et donc en fait, aujourd'hui, nous n'avons aucun élément pour légitimement inculper les Mansi de quoi que ce soit. Il existe énormément de théories concernant cette affaire. Il y en a même qui disent que le groupe aurait croisé un Yeti, que le groupe aurait consommé des hallucinogènes qui les auraient fait perdre la tête, ou que le groupe aurait vécu un épisode de déshabillage paradoxal, qui en fait se passe en cas de hypothermie. Le corps réagit d'une façon bizarre et en fait, certaines personnes peuvent avoir l'impression qu'elles sont en train de brûler de chaleur tellement il fait froid. C'est pour ça qu'on appelle ça le déshabillage paradoxal. Et puis finissent par mourir d'hypothermie à cause des températures si basses.
En tout cas, voilà, il y a plein de théories qu'il serait impossible de toutes les citer dans une vidéo. Mais toutes ces théories n'ont pas plu aux autorités, puisque malgré le fait que cette affaire se soit passée il y a des années et que l'affaire soit close, eh bien, on ne parlait toujours que de ça en fait, et cela à travers le monde. Figurez-vous qu'en 2019, les autorités russes en ont eu marre qu'il y ait encore toutes ces théories qui soient discutées 60 ans plus tard, et ont décidé de rouvrir l'enquête pour enfin mettre fin à tout ça. Cette enquête va écarter toutes les théories qui avaient été émises à propos de l'affaire. Elle va discréditer toutes les théories, sauf une, celle de l'avalanche. Chose qui sort absolument de nulle part, puisque rien n'a jamais laissé apparaître qu'une avalanche se soit produite à cet endroit. Des experts dans le domaine, notamment un homme nommé Johan Gaume, qui travaille à l'école polytechnique de Lausanne, a décidé d'explorer un petit peu cette théorie de l'avalanche, puisqu'il était même convaincu que l'avalanche aurait pu expliquer ce qui était arrivé aux jeunes. Il va donc effectuer des recherches et des simulations pour appuyer cette théorie. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'à la fin de ses recherches, il avait changé d'avis. Puisque à la fin, il déterminera que l'inclinaison de la montagne était inférieure à 30 degrés, ce qui ne représente pas un risque d'avalanche. 2. Les blessures qui avaient été infligées aux jeunes ne correspondaient pas aux blessures qu'aurait causé une avalanche. Et 3. Une avalanche aurait laissé des traces. Or, lorsque les secours sont arrivés, rien n'indiquait qu'une avalanche s'était produite. En plus de ça, les traces de pas des jeunes sur la neige étaient parfaitement identifiables, montrant ainsi que le sol n'avait pas été altéré. Aujourd'hui, cette affaire est close et l'avalanche reste l'explication officielle. Mais je ne sais pas vous, mais personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup de failles et que ce n'est qu'une théorie parmi tant d'autres. Cette affaire m'a énormément marquée, puisque lorsqu'on parle de mystères non résolus, on arrive toujours à trouver une explication qui arrive à nous convaincre un petit peu plus que les autres. Mais pour cette affaire, je n'ai sincèrement aucune idée. Je ne sais absolument pas quoi penser. Et du coup, selon moi, c'est l'un des plus grands mystères de notre époque. Et je pense que malgré toutes les recherches et toute l'attention que cette affaire reçoit encore aujourd'hui, on ne saura jamais ce qui s'est réellement passé cette terrible nuit. Les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je reviens très vite avec une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me donner tous vos avis dans les commentaires et je vous dis à très bientôt. Ciao!